La bande-annonce de Dune, troisième partie, est arrivée. Et comme toujours avec cet univers, elle regorge d'action, d'émotions et de clins d'œil cachés. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Ce troisième film adaptera le Messie de Dune, la suite du roman de Frank Herbert publié en 1969. Si les deux premiers films racontaient l'histoire du jeune Paul Atreides et son ascension vers le pouvoir, Dune, troisième partie, se déroule 17 ans après que Paul a lancé ses armées Fremen à la conquête de l'univers connu. Devenu la figure de proue, tant religieuse que politique de son nouvel empire, il anéantit quiconque ose s'opposer à lui. Toutefois, son empire est menacé de l'extérieur comme de l'intérieur. Des factions de l'ancien Imperium, le Bene Gesserit, la Guilde spatiale et les mystérieux Tleilaxu cherchent tout à prendre l'ascendant sur Paul et à lui ravir le monopole de la production d'épices. C'est ce que nous dévoile ce nouvel aperçu épique du film. Mais comment venir à bout d'un dirigeant aussi puissant capable de voir à travers le temps et l'espace? Et comment Paul Atreides peut-il se racheter de la terreur qu'il a fait peser sur l'univers? Eh bien, penchons-nous sur ces nouvelles images pour le découvrir. Tout comme la première bande-annonce, ce nouveau trailer montre les ravages causés par la guerre que mène Paul Atreides pour consolider son emprise sur le pouvoir. On y découvre davantage d'images de la bataille brutale déjà aperçues lors de la présentation spéciale au CinemaCon. Paul déambule au milieu des vestiges d'un autre affrontement intense. Des paysages entiers ont été dévastés et réduits en cendres. Alia, la sœur de Paul, marche pieds nus dans un tapis de cendres entouré des cadavres de ceux qui ont tenté de résister au règne de Paul. Paul Atreides gravit l'estrade pour se dresser au-dessus de ses innombrables légions Fremen. Et pour ceux qui douteraient encore de qui détient le pouvoir, on aperçoit également une statue gigantesque de l'empereur Paul Muad'Dib, ainsi que son palais, encore plus imposant. Ce dernier semble presque être l'inverse du campement impérial vu lors de la bataille finale du second film. Paul a renversé l'empire Corrino, vieux de 10 000 ans, pour bâtir un nouvel empire capable de défier son prédécesseur. Toutefois, Paul finira par découvrir que l'histoire a tendance à se répéter lorsqu'il est question de leaders charismatiques et des structures de pouvoir qui les soutiennent. Dans cette bande-annonce, on entend la voix de Duncan Idaho, décrivant les crimes du nouvel empire de Paul. Dans la partie 1, Duncan a aidé Paul à s'échapper en combattant les troupes sardaukar de l'empereur, trouvant la mort au cours de l'affrontement. Pourtant, on le voit ici, agenouillé devant Paul, dans la salle du trône. Alors, comment Duncan Idaho peut-il être en vie? En réalité, Duncan Idaho n'est pas vivant au sens propre. Il s'agit de Hayt, un Ghola. Dans ce film, cela signifie qu'il est constitué de chair réanimée, cultivée à partir de la dépouille de Duncan Idaho. Les Gholas sont créés par les Tleilaxu, un groupe secret d'humains génétiquement modifiés spécialisés dans le génie biogénétique. Les Tleilaxu ont régénéré le corps de Duncan dans leur mystérieuse cuve, à l'exception de ses yeux, qu'ils ont remplacés par des yeux métalliques à la conception énigmatique. Ils possèdent également la capacité de modifier génétiquement ces Gholas, intégrant ainsi des aptitudes et des comportements secrets au cœur même de leur structure cellulaire. Mais s'agit-il toujours de Duncan? La réponse est non. Paul Atreides l'emporte sur Hayt au combat, une issue qui n'aurait jamais été possible face au véritable Duncan Idaho, le plus grand maître d'escrime ayant jamais vécu. Or, Hayt ne garde aucun souvenir de la vie antérieure de son corps. Il sait seulement, pour l'avoir entendu dire, qu'il était maître d'escrime et un membre royal de la maison Atreides. Mais pourquoi les Tleilaxu se donneraient-ils la peine de ramener à la vie l'ancien corps de Duncan? Hayt n'est qu'un élément du vaste complot ourdi contre l'empereur Paul Muad'Dib Atreides. Hayt prétend être chargé de transmettre une proposition de paix. Toutefois, comme nous le voyons plus tard, il avertit Paul que cette proposition vise à le détruire, lui et tout son empire. Le complot contre Paul se déploie sur plusieurs fronts. Nous voyons les conspirateurs se réunir à bord d'un vaisseau de la Guilde spatiale. Irulan, fille de l'ancien empereur, la révérende mère Gaius Hélène Moyam, chef du Bene Gesserit, et Cital, le danseur visage, un métamorphe issu, lui aussi, des laboratoires Tleilaxu. Irulan n'est l'épouse de Paul Atreides que de nom. Il a épousé pour consolider son accession au trône à la fin du second film, après avoir renversé le régime de son père. Bien qu'elle soit elle-même une sœur Bene Gesserit, sa priorité absolue est de maintenir au pouvoir la maison Corrino, dont elle porte le nom. Dans cette bande-annonce, on aperçoit Irulan atterrir au spatioport d'Arakin et se rendre à la forteresse de Paul. Elle est escortée par le Kizarat, la garde sacerdotale d'élite de Paul composée d'anciens guerriers Fedaykin. Soit elle bénéficie d'une protection rapprochée extrême, soit elle est retenue prisonnière. Quant à savoir pourquoi elle est couverte de boue, nous l'ignorons. La révérende mère Moyam cherche à reprendre le contrôle du programme de sélection génétique du Bene Gesserit. Paul Atreides est le fruit de générations de croisements sélectifs, ce qui lui confère ses pouvoirs de préscience en tant que Kwisatz Haderach.
Dans le roman, Moyam conspire avec Irulan pour que cette dernière donne naissance à l'héritier de Paul Atreides, remplaçant ainsi la lignée génétique de Paul entre les mains du Bene Gesserit. Cital est un représentant des Tleilaxu. Ces derniers sont honnis dans tout l'Imperium pour leur expérience génétique, mais beaucoup dépendent d'eux pour l'approvisionnement en créatures artificielles telles que les Gholas ou les danseurs visages, capables de changer d'apparence. Cital fournit le Ghola 8 pour détourner l'attention de Paul, mais il pourrait bien dissimuler d'autres atouts dans sa manche. Adoptant l'une de ses voix les plus naturelles, Cital explique dans la bande-annonce que ce complot vise un changement de régime. Irulan lui rétorque alors qu'il vient de signer leur arrêt de mort. Irulan craint que la préscience de Paul ne révèle cette réunion secrète de traîtres. Toutefois, le dernier membre du complot, et peut-être le plus mystérieux, le navigateur de la guilde spatiale Edric, les soustrait à la vision de Paul. Le réservoir en forme de sarcophage flottant, visible dans les deux bandes annonces, renferme très probablement Edric de la guilde spatiale. Les navigateurs de la guilde spatiale consomment de fortes doses d'épices, ce qui leur confère la préscience limitée nécessaire pour piloter en toute sécurité leur gigantesque vaisseau le long des trajectoires spatiales les plus sûres. Le roman Le Messie de Dune explore la manière dont les individus dotés d'une vision oraculaire limitée, tels que Edric, peuvent obscurcir et brouiller les visions oraculaires d'autres personnes. Comme Paul. Les puissantes facultés de Paul lui permettent de calculer les futurs les plus probables. Toutefois, si d'autres parviennent également à entrevoir ces futurs, ils peuvent agir pour en modifier l'issue potentielle. Bien que Paul et Edric soient invisibles l'un pour l'autre dans leur vision, ils perçoivent les répercussions que chacun d'eux provoque au sein des flux temporels. En se dissimulant derrière le voile de la présence de Edric, les conspirateurs espèrent détourner l'attention de Paul et le désorienter. Paul a conscience qu'un complot se noue contre lui, mais il l'admet plus tard dans la bande-annonce, il ne peut en discerner les détails précis. Reste à savoir si Paul est aveugle à cette conspiration ou s'il existe un autre moment crucial, situé plus loin dans le temps, qu'il ne parvient pas à voir. Tout comme dans le livre, on voit la guilde spatiale offrir vraisemblablement Hate à Paul. Elle agit ainsi sous prétexte de s'attirer les faveurs de l'empereur, mais son véritable objectif est d'introduire une arme dangereuse au sein même de son entourage. Paul Atreides comprend que Hate s'inscrit dans un complot de plus grande envergure, mais il ne peut résister à l'idée de retrouver cet ami proche. Les Tleilaxu ont conçu Hate pour qu'il agisse en tant que Manta et sa présence amène Paul à remettre en question ses propres actes. Tandis que l'attention de Paul est détournée, les conspirateurs ont le champ libre pour s'attaquer aux structures de pouvoir de son empire. Paul avait assis son autorité grâce à des redoutables armées Fremen et à son contrôle absolu sur la production de l'épice, faisant d'Arrakis l'unique source de puissance de l'Imperium. Toutefois, la ferveur qui allait rallier les Fremen à la cause de Paul commence aujourd'hui à s'essouffler. Dans Le Messie de Dune, nous découvrons l'histoire de Farok, l'un des principaux commandos Fedaykin de Paul, qui voit la mer pour la toute première fois. Pour un Fremen ayant grandi sur un monde désertique et incapable d'imaginer une telle quantité d'eau, la mer a transformé sa vision de la guerre menée par Paul. Dans cette bande-annonce, on découvre un moment où Farok et Stilgar contemplent la mer pour la première fois. De nombreux Fremen s'agenouillent dans les vagues pour prier, rappelant les images des Fremen lors de la chevauchée du premier ver des sables par Paul. Les conspirateurs utilisent des gailles et des abusés, tels que Farok, pour anéantir leur empereur. Ces transfuges tendent un piège à l'aide d'une arme explosive. Dans l'univers de Dune, l'usage d'armes atomiques contre des humains est proscrit. Toutefois, des armes peuvent émettre un rayonnement spécifique qui consume les tissus mous du corps, et plus particulièrement les yeux. Selon la loi Fremen, tout membre blessé ou rendu aveugle est jugé inutile à sa tribu et doit être banni dans le désert. Ainsi, en rendant Paul Atreides aveugle, les Fremen ne le considéreraient plus comme digne de les diriger. C'est dans cette scène nocturne à Arrakeen que se joue cette partie du complot. Paul et sa garde d'élite, dont sa sœur Alia, sont attirés dans les rues d'Arrakeen. Ils sont alors frappés par le souffle d'une explosion. Paul se trouve au premier plan et un bref plan le montre fixant directement la lumière de ses yeux une dernière fois. Plus loin, dans la bande-annonce, on constate que l'explosion n'a pas tué Paul Atreides, mais qu'elle a détruit ses yeux, faisant littéralement de lui un prophète aveugle. Pour autant, peut-il encore voir? Était-ce là le moment qu'il ne parvenait pas à distinguer dans ses visions de l'avenir? Les lecteurs du livre le savent, mais nous n'en dirons pas plus pour l'instant. Mais qu'en est-il du contrôle de Paul sur la production d'épices? Les vers des sables géants constituent l'unique source d'épices de l'univers et ne vivent que sur Arrakis. Paul Atreides a le pouvoir de détruire le cycle de l'épice sur Arrakis, une menace que le reste de l'Imperium préférerait ne pas voir mise à l'œuvre. Toutefois, si la guilde spatiale parvient à briser le monopole de Paul sur l'épice, alors elle, le Bene Gesserit et les autres maisons nobles pourront accéder librement au précieux mélange d'épices, dont ils dépendent tous entièrement. Dans une phrase du livre qui passe presque inaperçue, Paul apprend que la guilde spatiale projette de capturer un ver des sables sur Arrakis, dans l'espoir d'amorcer un nouveau cycle de l'épice sur une autre planète. À en juger par cette bande-annonce, il semble que l'adaptation cinématographique va considérablement étoffer ce plan pour en faire une scène d'action spectaculaire.
La première bande-annonce montrait Chani brandissant un couteau apparemment sur le dos d'un ver des sables. Cette nouvelle bande-annonce nous en dévoile davantage sur cette confrontation majeure. On y voit Eight sauter d'un ornithoptère pour atterrir sur un ver des sables. Alors qu'il tente de se remémorer son passé de maître d'armes des Atreides, Eight dégaine son épée. Sous le regard de Paul, il exécute le salut traditionnel de Duncan avant de faucher les Fremen qui se trouvent sur son chemin. Deux Fremen placent au-dessus du sable, suspendus à des parachutes. Une énorme explosion retentit devant un ver des sables. Enfin, nous découvrons l'ultime pièce du plan des conspirateurs, Chani. Dans ce qui constitue sans doute le changement le plus important par rapport à l'œuvre originale, cette bande-annonce laisse entendre que Chani participe au complot visant Paul Atreides. On entend Citel dire « j'ai trouvé quelqu'un », tandis que l'on voit Chani tâter le sable du désert. Dans la première bande-annonce, on voyait également Chani frapper le sable, un geste qui semblait viser à attirer un ver des sables. Cependant, plus loin dans cette même bande-annonce, un ver des sables fonce droit sur elle avant de s'arrêter brusquement, juste avant de l'engloutir. En y regardant de plus près, on distingue que la créature est entourée de ce qui ressemble à des batteurs, ou peut-être à des dispositifs capables d'immobiliser un ver. Chani joue-t-elle donc un rôle crucial dans le plan des conspirateurs? À la fin de Dune deuxième partie, Chani a quitté Paul Atreides après que celui-ci s'est emparé du trône. Elle était indignée par la façon dont Paul avait manipulé son peuple et éprouvait de la honte d'avoir permis à un nouvel oppresseur de prendre le contrôle de son monde. Dans Dune troisième partie, Chani pourrait-elle aller jusqu'à aider à renverser Paul? Pourrait-elle être la clé pour unifier les Fremen dissidents? Les conspirateurs savent sans doute que Chani représente une faiblesse pour Paul Atreides. En fait, il semble que Paul rencontre Chani, mais s'agit-il vraiment d'elle? Après avoir entendu Paul avouer qu'il ne peut plus voir l'avenir, Chani lui demande ce que l'on ressent à être humain comme tout le monde. Or, elle appelle par son nom officiel complet, au lieu d'utiliser son nom Fremen comme la véritable Chani le ferait. Il est fort probable qu'il s'agisse de Cital, prenant l'apparence de Chani pour narguer Paul et l'attirer davantage dans un piège. Quant à la véritable Chani, ce bouleversement majeur de son rôle dans l'histoire pourrait avoir des conséquences considérables sur le dénouement du film et sur l'avenir de la saga, car nous pouvons désormais aborder le début de la bande-annonce et ce qui pourrait se jouer entre Paul et Chani. La bande-annonce s'ouvre sur la rencontre entre Paul et Chani dans ce qui semble être un sietch. Chani s'en prend immédiatement à Paul pour la manière dont il a accédé au pouvoir, tandis que la scène bascule sur les ravages causés par la guerre qu'il a déclenchée. On aperçoit toutefois aussi des images de Paul et Chani heureux ensemble. Cette dispute entre Paul et Chani semble se dérouler peu après la fin de Dune deuxième partie. La bande-annonce revient même sur le dénouement du deuxième volet, lorsque Paul a choisi d'épouser Irulan et que Chani, furieuse, a disparu dans le désert. Dans le roman Dune, Chani accepte son rôle de concubine de Paul, mais les adaptations cinématographiques ont étoffé son personnage. Elle offre désormais au public un point de vue intime et personnel sur Paul Atreides. Après que Chani a dit à Paul qu'elle lui faisait confiance, on découvre un flashback montrant le couple ensemble durant les événements de Dune deuxième partie. Chani porte son foulard bleu, symbole du dévouement d'une femme Fremen envers son compagnon. De nombreux fans de Dune ont vu dans ce foulard le signe que Chani était peut-être enceinte de l'enfant de Paul à la fin de Dune deuxième partie. On aperçoit ensuite un autre plan du couple, Chani porte son foulard et sa grossesse est visible. S'agit-il là encore d'un flashback? Cette scène aurait dû se dérouler après la fin de Dune deuxième partie, ou bien après la dispute montrée dans cette bande-annonce de Dune troisième partie, ou pourrait-il s'agir d'une vision de Paul concernant un futur possible qui ne s'est jamais réalisé. Mais vient alors l'un des plans les plus marquants de toute la bande-annonce, Chani assise sur une dune aux côtés de deux jeunes enfants. Qui peuvent-ils bien être? Nous tenons à vous avertir qu'il s'agit d'un spoiler majeur car cette révélation est capitale au regard de l'histoire racontée dans les livres. Dans l'histoire du Messie de Dune, l'un des principaux enjeux de l'intrigue tourne autour de la conception d'un héritier par Paul. Irulan et le Bene Gesserit souhaitent qu'elle donne naissance à l'enfant de Paul afin de reprendre le contrôle de sa lignée. Toutefois, Paul Atreides ne désire avoir d'enfant qu'avec Chani. Or, il entrevoit un avenir funeste où elle mourrait en couche, ce qui l'a conduit à repousser le moment de procréer. Cependant, à la fin du livre, Chani donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Paul n'avait pas pu entrevoir cette issue dans des visions de l'avenir en raison des puissants dons oraculaires de ses enfants. La mort de Chani est une épreuve insurmontable pour Paul, qui finit par abandonner son empire. Ganima et Leto II deviennent alors les figures centrales du roman Les Enfants de Dune, devant décider s'ils doivent perpétuer l'œuvre de leur père ou en anéantir totalement l'héritage. Cependant, ce plan de la bande-annonce montre Chani en vie, entourée de ses enfants. On aperçoit également un autre plan où Paul et Chani sont réunis, tenant ce qui ressemble à des porte-bébés Fremen. Enfin, la bande-annonce montre Paul et Chani en train de se réconcilier alors qu'ils s'enlacent. Le réalisateur Denis Villeneuve a confirmé que cette adaptation de Messie de Dune se déroulerait 17 ans après Dune deuxième partie. Il a également précisé que son adaptation continuerait de se concentrer sur l'histoire d'amour entre Paul et Chani. La longueur des cheveux de Paul ainsi que l'apparition de cicatrices et de tatouages sur les visages de Paul et Chani constituent de précieux indices pour situer la chronologie entre les films. Ainsi, à moins qu'il ne s'agisse
de vision d'un futur qui n'a jamais eu lieu, ces moments de complicité entre Paul et Chani, tout comme leur dispute et ses flashbacks, semblent se situer peu de temps après Dune deuxième partie. Mais si Paul sait déjà qu'il a des enfants, où se trouve-t-il durant son règne dans Dune troisième partie? Dans la scène de la bande-annonce où Chani et les enfants sont assis sur la dune, Chani laisse son foulard s'envoler au vent. On voit ensuite Paul ramasser le foulard, mais son crâne rasé révèle clairement que du temps s'est écoulé depuis les moments de bonheur partagés avec Chani. Il faudra attendre de voir comment cet enchaînement d'événements se déroule et dans quelle mesure il pourrait influencer l'avenir d'une éventuelle adaptation des enfants de Dune. Quant à ce film et à son intrigue fondée sur un complot, il faudra attendre de voir comment tout cela se concrétise. On y voit Cital échapper de justesse à un verre des sables. La révérende mère Moyam semble retenue prisonnière par la psychotique Alia Atreides. Irulan a le visage maculé de boue. Et Hayt pourrait enfin se souvenir de sa vie en tant que Duncan Idaho. Paul n'aura pas besoin de la vue pour sentir le piège se refermer sur lui. Toutefois, tout comme pour l'épreuve de Gom Jabbar dans Dune deuxième partie, il semble que ce qu'il reste de son humanité sera soumis à l'épreuve ultime. Voilà tout ce qui était visible dans cette toute dernière bande-annonce de Dune troisième partie. J'ai vraiment hâte de voir le film en fin d'année, mais ce qui me hype le plus, c'est de voir Robert Pattinson en rôle de méchant, lui qui va avoir aussi un rôle de méchant dans l'Odyssée. Voir Robert Pattinson jouer les méchants 2 fois dans la même année, c'est très excitant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.